Vous voyez cette pièce? Eh bien imaginez que demain, plus personne n'ait besoin de cette monnaie, que l'État perde le contrôle dessus et qu'une entreprise en prenne le contrôle. Heureusement, c'est pas le cas. Tous les pays de la planète, ou au moins les pays les plus développés, ont une monnaie forte qui permet un certain contrôle de l'économie par les instances publiques. La Banque Centrale Européenne, par exemple, peut ajuster ses politiques monétaires. Pareil pour la Fed, pour les politiques américaines. Ils peuvent faire repartir l'économie en imprimant de l'argent, comme pendant le Covid, ou augmenter leur taux pour contrôler l'inflation. Mais ces dernières années, ce pouvoir il est menacé. Les instances publiques le savent et votent des régulations en conséquence. Cet ennemi qui fait si peur aux différents régulateurs, c'est lui. Créé par une entreprise avec moins de 200 employés, domicilié au Salvador. Moi je suis pas un économiste, je suis pas un expert des sujets monétaires, mais j'ai quand même voulu creuser le sujet. Je sais pas vous, mais finalement cette question elle est assez floue dans ma tête. On l'utilise tous les jours, on voit ça comme un simple outil pour acheter, vendre ou même épargner, mais si on prend un peu de recul, la monnaie c'est plus qu'un instrument de paiement. C'est un outil de pouvoir, un outil de contrôle politique et économique. Avec l'émergence des États modernes, on a créé les banques centrales, la Banque d'Angleterre en 1694, la Banque de France en 1800 et la Réserve fédérale américaine en 1913. Elle crée la monnaie, gère l'économie, finance les guerres. Et jusqu'au XXe siècle, cette monnaie reste liée à une chose tangible, l'or. C'est l'époque de l'étalon or. Chaque billet correspond à une certaine quantité d'or en réserve. Ça a apporté de la confiance, mais aussi une certaine limite. Impossible de créer plus de monnaie que ce que tu possèdes en or. Et ce système, il va s'arrêter en 1971 quand Nixon va couper le lien entre le dollar et l'or. Depuis, toutes les monnaies du monde sont dites fiduciaires, c'est-à-dire qu'elles ne reposent plus que sur une seule chose, la confiance envers l'État. Et depuis ce jour, les banques centrales ont un pouvoir quasi absolu. Elles peuvent injecter des milliards en un clic, créer de la monnaie, sauver l'économie ou provoquer une crise. Aujourd'hui, avec les paiements dématérialisés, la monnaie est devenue numérique, invisible, mais elle reste quand même centralisée, émise par les États. Et ce contrôle-là, il a des conséquences bien réelles. Parce que quand une banque centrale bouge un simple taux d'intérêt, ce n'est pas qu'un chiffre qui change, c'est des économies entières qui peuvent vaciller. Si on revient en 2022, pour lutter contre l'inflation, la Fed augmente brutalement ses taux. Résultat, une économie américaine qui ralentit, mais surtout des pays comme l'Argentine, l'Égypte ou le Pakistan, déjà endettés en dollars car leur monnaie nationale trop faible, se sont retrouvés étranglés, leurs dettes ont explosé. Et c'est ça la puissance de la politique monétaire. Quand tu veux relancer la croissance, tu baisses les taux d'intérêt, résultat des entreprises qui empruntent plus facilement, l'investissement qui repart et des gens qui consomment. Mais quand il commence à y avoir de l'inflation, comme après le Covid, c'est l'inverse. On va retirer de la monnaie de l'économie. Pendant la crise du Covid, les banques centrales du monde entier, en quelques mois, ont injecté plusieurs milliers de milliards de dollars et d'euros dans l'économie. Sans cette injection de liquidité, peut-être que des millions d'emplois auraient été perdus, des milliers d'entreprises auraient pu faire faillite. Et ce pouvoir, il a un prix. Si les banques centrales créent trop de monnaie, trop vite, c'est l'inflation. Au contraire, si elles en créent trop peu, trop tard, c'est la récession. Et ce pouvoir va encore plus loin, il détermine au niveau des impôts, la gestion de la dette publique, la valeur de la monnaie face aux autres devises et les accords commerciaux internationaux. Il permet à certains pays d'imposer leur monnaie comme référence mondiale, comme le dollar, leader incontesté du commerce global. Elle influence les relations entre pays, mais aussi notre vie de tous les jours, ce qu'on gagne, ce qu'on paie, ce qu'on peut emprunter. Et pourtant, ce pouvoir aujourd'hui, il est menacé. Et pas par une armée, pas par une grande puissance économique, non. Cette fois, la menace vient de quelques lignes de code. Elle vient d'une nouvelle forme de monnaie. Une monnaie numérique qui n'obéit à aucun État. Revenons à l'intro de cette vidéo, je parlais d'une monnaie créée par une entreprise au Salvador, et bien elle s'appelle l'USDT. L'USDT, c'est le nom officiel du Tether. Il n'est pas émis par un gouvernement, il dépend d'aucune banque centrale. Il est né en 2014 grâce à une entreprise obscure basée dans les îles Vierges britanniques, Tether Limited. Et cette entreprise, elle a été créée par un petit groupe d'entrepreneurs avec une idée. Créer un token qui copie la valeur du dollar et qui circule comme une crypto-monnaie, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans permission, sans contrôle. C'est un stablecoin, c'est le nom qu'on donne pour parler des crypto-monnaies qui suivent le cours d'une monnaie fiduciaire. Et au départ, c'est marginal, c'est une solution pratique pour faire des échanges entre cryptos sans devoir repasser par le système bancaire classique. Mais en quelques années, l'USDT a tout simplement explosé. En 2017, il pèse moins d'1 milliard de dollars, en 2020 il atteint les 10 milliards et aujourd'hui il dépasse les 112 milliards de dollars en circulation, plus que la monnaie nationale de dizaines de pays dans le monde, et son adoption commence même à se ressentir dans le monde réel. Mais ce succès soudain, rapide, il est venu avec un grand nombre de controverses. Pendant des années, Tether a refusé de publier un audit clair de ses réserves.
Ils affirmaient que chaque USDT était couvert 1 pour 1 par des dollars. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un stablecoin comme l'USDT fonctionne comme une promesse. Pour chaque jeton créé, l'émetteur est censé garder en réserve 1 dollar ou un actif équivalent. Donc si tu envoies 100 dollars, tu reçois un 100 USDT et théoriquement, tu peux les reconvertir à tout moment contre ces 100 dollars. C'est une sorte de chèque numérique adossé à une réserve de valeur. Sauf qu'en 2021, un jugement de la CFTC révèle que ce n'est pas vrai. Pendant de longues périodes, seulement une partie des USDT était effectivement couvert en cash. Ils ont finalement écopé d'une amende de 41 millions de dollars et un manque de confiance qui se ressent jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des manques de transparence et que Tether ne voulait pas vraiment communiquer sur la réserve, l'état et la répartition de cette réserve quand ils émettaient des stablecoins. D'autant que l'identité exacte des dirigeants de Tether, leur structure de gouvernance et même l'endroit exact où sont stockées les réserves reste assez flou, même aujourd'hui avec des dizaines de milliards qui reposent dessus. Ce système, il repose donc sur un seul point de confiance, Tether. Et si demain Tether disparaît, ou si leurs réserves ne sont plus crédibles, tout l'édifice peut s'effondrer. Et pourtant, des dizaines de milliards d'échanges crypto dépendent de ce mécanisme chaque jour. Et ce qui est fou, c'est que l'USDT, il est déjà utilisé dans des pays comme monnaie courante. Quand un État perd sa monnaie, il perd une partie de son pouvoir. Et c'est pas une métaphore, c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela. Tout commence avec une crise économique qui dégénère. En 2016, l'inflation explose, on parle même d'hyperinflation. Les prix doublent en quelques jours, les billets deviennent presque inutiles, les Vénézuéliens perdent confiance en leur propre monnaie, le bolivar. Alors les gens vont se tourner vers ce qu'ils peuvent trouver de plus stable, pas l'euro, pas le dollar en cash, mais l'USDT ou les autres crypto-monnaies. Et c'est pas un phénomène marginal. En 2023, près de la moitié des transitions crypto au Venezuela se font en USDT. On ne parle pas d'investisseurs ou traders, on parle de salaires, d'argent envoyé par la diaspora, de petits commerçants de rue qui acceptent l'USDT via leur téléphone. Même l'État aura fini par l'utiliser. En 2023, la compagnie pétrolière nationale PDVSA décide de facturer certaines exportations en USDT pour ainsi contourner les sanctions américaines. Mais cette adoption massive, elle a un coût. Le gouvernement ne contrôle plus les flux monétaires, il ne peut plus taxer efficacement, il ne peut plus ajuster sa politique monétaire. Il dépend d'une monnaie qu'il ne peut ni émettre ni réguler. Et pire encore, dans l'affaire PDVSA, des millions d'USDT ont été détournés. Dans un vaste réseau de corruption, le ministre du pétrole lui-même a dû démissionner. Voilà donc ce qui se passe quand une nation perd le contrôle de sa monnaie. L'économie devient instable, l'État devient impuissant et le pouvoir monétaire passe des mains d'un gouvernement élu à celle d'un protocole privé basé à l'étranger. Et le Venezuela n'est pas seul. Ce scénario commence déjà à se répéter doucement dans d'autres pays. On peut imaginer un futur pas si lointain où des milliards de personnes utilisent l'USDT ou d'autres stablecoins au quotidien. Recevoir leur salaire, payer leur loyer, épargner, envoyer de l'argent à l'étranger, le tout sans jamais passer par une banque locale, sans jamais utiliser une monnaie nationale. Dans ce futur-là, ce ne sont plus les banques centrales qui pilotent l'économie, mais les entreprises qui émettent ces monnaies privées. Et ces entreprises, elles ne sont pas élues, elles n'ont pas de compte à rendre aux citoyens. Elles obéissent à des logiques commerciales, pas politiques. Certains y verront une libération, un monde plus fluide, plus efficace, sans frontières bancaires, avec moins de frais et plus de liberté. Pour d'autres, c'est une perte de contrôle, la monnaie n'appartient plus à l'État mais à des entreprises privées. Et ce futur-là, il n'est pas hypothétique, il a déjà commencé.